Dans ce chapitre, on va attaquer le moment cinétique de spin avec des applications des postulats sur les mesures de spin. Alors, on va commencer par une petite introduction définissant ce que c'est qu'un spin. En fait, dans la littérature, on associe toujours le spin d'une particule à une rotation de particules autour d'elle-même. Mais en fait, elle a d'autres origines qui sont plus fondamentales en physique. Très bien. Alors, le spin. Le spin, il se manifeste dans pas mal d'expériences en physique. Donc, c'est une grandeur qui est physique intrinsèque associée aux particules quantiques. Donc, elle n'a pas d'analogue en mécanique classique. Donc, on ne peut pas le considérer tout simplement comme une rotation autour d'elle-même d'une particule, mais en fait, elle a des origines beaucoup plus profondes. Mais dans tous les cas, on a cette image, donc et on va utiliser cette image pour essayer d'interpréter les résultats de l'expérience. Ok, alors, le spin, donc on l'a vu en premier lieu dans le comportement des atomes d'argent lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique. Donc ces atomes d'argent, ils sont déviés, par un champ magnétique, sachant que ces atomes, ils sont des atomes neutres, ils n'ont pas de moment magnétique, ils sont des atomes qui sont paramagnétiques. Mais lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique, elles sont déviées par ce champ magnétique B. Bon, une autre manifestation, c'est dans la structure fine des raies spectrales. Alors, dans un atome qui n'est pas soumis à un champ, on observe, par exemple, on observe une seule raie en l'absence de champ magnétique. On observe une seule raie, ça veut dire qu'on a ici un seul niveau. Donc l'atome il passe d'un état excité d'un seul niveau vers l'état fondamental qui est un seul état. Alors maintenant, lorsqu'on soumet l'atome à un champ magnétique, on observe une dégénérescence de l'état excité. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un seul niveau d'énergie, on a 3 niveaux d'énergie. On a une dégénérescence. Et bien sûr, chaque niveau d'énergie, il correspond à une longueur d'onde, puisque ça correspond à une fréquence donnée, donc il correspond à une certaine longueur d'onde. Et par conséquent, on aura, lorsque l'atome se désexcite, on va observer expérimentalement 3 raies qui sont distinctes, 3 raies et qui sont équidistantes. Ils sont équidistantes et cette distance entre les raies, elle est proportionnelle au champ magnétique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman. Alors, on postule que, vu l'image qu'on a donnée à l'électron, l'image du spin, en fait, dans ce cas, les gens, ils ont assimilé cette division spectrale, ou bien ces raies spectrales, à l'existence d'un moment magnétique qui est proportionnel au moment orbital, L, qui est proportionnel au moment orbital, et que le facteur de proportionnalité, donc c'est mu B sur H bar, avec mu B c'est le magnéton de bord. Donc ça c'est le magnéton de bord. Donc alors le problème c'est que cette théorie elle est incompatible avec une anomalie qui apparaît pour les atomes de numéro atomique Z impair. Parce qu'en fait la théorie qu'est-ce qu'elle prévoit, vu que le moment magnétique elle est proportionnelle à L, la théorie, elle prévoit 2L plus une raie. 2L plus une raie. Donc, toujours, on a un nombre impair de raies. Sachant que le petit L, le L dont je parle, c'est un nombre entier, naturel. Donc, on aura 2L plus 1, c'est un nombre qui est impair. Or, donc, il y a certains atomes de nombre, les atomes de nombre de numéro atomique Z impair. Donc, des atomes de nombre atomique Z impair,
leur, le nombre de raies qui apparaît, c'est un nombre qui est pair et non pas un nombre impair. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman anormal. Bon, afin d'expliquer l'existence de spin et sa nature, donc il y a une expérience, donc dans laquelle le spin se manifeste, c'est ce qu'on appelle l'expérience de Stern-Gerlach. Donc c'est l'expérience qui a mis en évidence le spin. Alors, en quoi consiste cette expérience de Stern-Gerlach? Alors, cette expérience de Stern-Gerlach, dans cette expérience, on a pris une enceinte, dans laquelle il y a des atomes d'argent qui sont chauffés à une température de 1000 degrés. Et puis, on va les éjecter avec une vitesse de 500 mm par seconde. Donc, ce faisceau d'atomes, il va traverser une fente. Donc, et puis, on a mis un électroaimant. Et puis, on va récolter dans un écran donc les résultats de l'expérience. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le faisceau d'atomes, une fois qu'il passe par l'électroaimant, alors il est dévié. Donc, on a uniquement deux déviations. Une déviation en haut et une déviation en bas. D'accord. Donc, je rappelle que ça c'est un champ, ça c'est un électroaimant dont le champ magnétique, c'est un champ magnétique qui est variable suivant l'axe Z. Donc, dans l'expérience, on s'attendait à ce qu'on observe une tâche qui est large, alors l'expérience montre uniquement deux tâches autour de l'axe Y. Donc deux tâches, une tâche en haut et une tâche en bas. Bon, la mécanique classique, il ne prévoit pas ça. La mécanique classique, ce qu'elle prévoit, il prévoit une tâche qui est large normalement, donc qui se répartit sur tout l'écran. Alors, dans l'expérience, on a uniquement deux tâches. Très bien. Alors, comment expliquer ça? Donc, sachant que les atomes d'argent, ils sont des atomes qui sont neutres, il n'y a pas de force électromagnétique QV vectoriel B. Il n'y a pas de force parce que la charge est égale à 0. Ce sont des atomes qui sont neutres. Donc, la force de Lorentz, elle est nulle. Mais ils sont soumis à une force, puisqu'ils sont soumis à une force, c'est ce qu'on voit. Et cette force-là, normalement, elle dérive d'une énergie potentielle. Alors, cette énergie potentielle, normalement, elle va s'écrire comme étant le moment magnétique qui apparaît, puisque les atomes, ils interagissent avec le champ magnétique, par conséquent, ils possèdent un moment magnétique. Donc, l'énergie associée, donc c'est le moment magnétique que multiplie scalairement le champ magnétique. Et ça, c'est l'énergie d'interaction du moment magnétique avec le champ magnétique. Ici, le signe moins, tout simplement pour assurer que l'état fondamental, ou bien donc l'état d'énergie minimale, donc il est constitué lorsque le moment et le champ magnétique, ils sont parallèles et se dirigent dans la même direction. Alors, donc, on va poser que M est proportionnel, bien sûr, d'après la théorie. Donc, le M est proportionnel à L. D'accord? Il est proportionnel au moment orbital. Alors, ces atomes qui sont soumis à cette force, qui dérive d'une énergie potentielle, ils ont un moment cinétique qui n'est autre que le M vectoriel B. Et ça, d'ailleurs, vous l'avez vu en S3, je suppose, en électromagnétisme. Donc, le moment cinétique, elle est égale à M vectoriel B. Bon, alors, on va toujours appliquer la mécanique classique. Et puis, on va appliquer le théorème du moment cinétique que vous connaissez. C'est que la variation du moment cinétique,
dl sur dt, parce que le moment orbital, c'est un moment cinétique, en fait. Donc, dl sur dt n'est autre que la somme des moments des forces externes. Et ici, on n'a qu'une seule force de moment m vectoriel b. Donc, d de L sur dt est égal à gamma L vectoriel b. Alors, ce qu'on remarque, cette équation, bon, c'est l'équation d'un mouvement de rotation autour d'un axe. Donc, ça, c'est l'équation de rotation d'un mouvement autour d'un axe. Donc, ici, c'est autour de B. Donc, c'est que le moment L, le moment cinétique L, il fait une rotation autour de l'axe bien sûr, engendré par le champ magnétique B. Donc, l'atome, en conséquence, l'atome, il va se comporter comme un gyroscope. Un gyroscope, bien sûr, d'après l'équation, c'est que d de L sur dt, la variation de L par rapport au temps, elle est perpendiculaire au produit L vectoriel B. Donc, ça veut dire qu'elle est perpendiculaire à L. Elle est perpendiculaire à L. Bon. Donc, ici, on a une image qui illustre ce mouvement de rotation. C'est qu'on a, puisque le M est proportionnel à L, alors le M, il va faire une rotation autour de l'axe qui est porté par le champ magnétique B. Et cette rotation, donc la vitesse de rotation, c'est oméga, qui n'est autre que le gamma multiplié par le module de B. Alors, maintenant, on va supposer que, donc, afin de résoudre ou bien pour comprendre l'expérience, donc on va supposer que mx est égal à y est égal à 0. Bon, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule composante, qui est le mz, qui est constante. Donc, on suppose qu'on a une seule composante, qui est le mz. Donc, ça veut dire que le moment cinétique, elle n'a qu'une seule composante, qui est le lz. Okay. Alors, et puis, on a supposé que le champ magnétique B, il ne dépend que de Z, parce que je rappelle, dans l'expérience de Stern-Gerlach, on a un électron aimant, dont le champ magnétique il est parallèle à l'axe Z, et par conséquent, ce champ il est variable uniquement dans la direction de Z. Bon, alors en conséquence, on peut calculer la force F. Et cette force F, cette force F qui est la variation, le gradient du potentiel, ça veut dire, puisque le mz est constante, donc on a le F, c'est mz gradient de bz, tout simplement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le mz, le moment mz, elle est proportionnelle à la force. Elle est proportionnelle à la force. C'est-à-dire, donc par conséquent, cette force qui est responsable de la déviation, alors cette déviation qui est là, donc cette déviation, elle est causée par une force. Par conséquent, la distance entre l'axe Y et le point d'impact des faisceaux d'argent, donc cette distance, elle est proportionnelle à la force. Donc cette distance, elle est proportionnelle à la force aussi. D'accord. Alors, puisque cette distance est proportionnelle à la force, en conséquence, le mz aussi, elle est proportionnelle à cette distance, hn. C'est-à-dire la distance qui sépare le point d'impact avec l'axe des y. La distance qui sépare le point d'impact avec l'axe des y. Très bien. Alors, par conséquent, ce qu'on peut conclure, c'est qu'on a deux valeurs, uniquement deux valeurs de mz. On n'a pas un spectre qui est continu. On a un spectre qui est discret. On n'a que deux valeurs, plus ou moins mz. Donc, ce sont les seuls résultats de l'expérience, parce que dans cette expérience, on a vu qu'on a uniquement deux points d'impact. On n'a pas un spectre qui est continu. Et par conséquent, on postule qu'on a un moment cinétique qui est égal à 1,5.
avec les projections, c'est plus 1,5 et moins 1,5. Ce sont les projections ici. Donc ça, ce sont les projections du moment de spin sur l'axe Z qui est là. Donc, on a uniquement deux projections, plus 1,5 et moins 1,5. Alors maintenant, après avoir expliqué l'expérience et essayé de l'interpréter, on doit donner une description quantique du spin. Donc, et on va voir les postulats de la théorie de Pauli. Alors, en premier lieu, une description quantique non relativiste du spin a été proposée par Pauli. Donc, parce que après, par la suite, il viendra, c'est Dirac qui viendra avec sa fameuse équation pour donner une vraie interprétation du spin. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais tout simplement, c'est une information. Alors, pour Pauli, donc, il a donné une image et toujours, il maintient la rotation propre du spin autour de lui-même, de la particule autour d'elle-même. Donc, il considère que l'électron, il fait une rotation propre et que cette rotation propre, donc, elle va engendrer un moment cinétique S, bon, qu'on va nommer le spin. Et ce spin, bien sûr, il est proportionnel au moment magnétique parce que c'est lui qui engendre un moment magnétique ou bien qui est responsable de l'existence d'un moment magnétique. Donc, au lieu de considérer que le spin il est proportionnel au moment orbital comme dans le cas de la théorie de Bohr, donc maintenant Pauli il considère que l'électron il possède une rotation propre qui engendre un moment cinétique S qu'on va appeler spin, et ce spin il est proportionnel au moment magnétique, et bien sûr avec la même expression, ici le μB c'est le magnéton de Bohr, et ici le H bar. Alors mais le S maintenant c'est un opérateur. S c'est un observable, c'est un opérateur, et il doit vérifier les postulats suivants. Donc cet opérateur S, elle doit vérifier certains postulats. Alors, le premier, donc, il doit vérifier, la première chose, il doit vérifier des relations de commutation. Alors, ce sont des relations de commutation de spin, c'est-à-dire que le commutateur de l'exposante Sx et Sy est égal à IH bar Sz. Le commutateur de Sy et Sz est égal à IH bar Sx, et puis le commutateur de Sx, Sz, pardon, Sz et Sx est égal à IH bar Sy. Alors, on remarque que ces commutateurs, donc, ils peuvent être obtenus par rotation. Donc, ils ont la même forme. Donc, je fais passer le x en y et y en z, je vais obtenir la même chose. Donc, je vais obtenir la même relation. Donc, ces trois relations, elles sont invariantes par rotation directe. Alors, d'où l'origine de ces relations de commutation, en fait, ils ont une origine qui est la théorie générale des moments cinétiques du spin. Donc, on va voir ce chapitre-là, on va voir ces relations dans le prochain chapitre. D'accord. Ici, tout simplement, c'est une écriture qui est condensée de ces relations de commutation. Donc, le commutateur SJ-SK, c'est IH bar, epsilon JKL avec epsilon GKL. C'est le symbole de Levi-Civita. Donc, vous le connaissez. Si deux indices se répètent, ce symbole est égal à 0. Il est égal à plus 1 dans une rotation directe, X, Y, Z. Puisque ces indices J, K, L, donc ils représentent les composantes X, Y et Z. Ok, alors deuxième postulat, c'est que le S, donc c'est un opérateur qui agit dans un espace des états appelé ES, c'est un espace des états. Et cet espace des états, il est engendré par la base des vecteurs. Alors ces vecteurs, ils sont notés par SM. S, c'est le spin, et le M, c'est la projection, c'est le nombre quantique associé à la projection SZ
SZ, la projection sur l'axe OZ. Donc, je répète, le S, c'est le nombre quantique associé au spin S, et bien, c'est-à-dire la valeur du spin. Et puis le M, c'est la projection de la composante SZ, bon, ou bien la projection du spin S suivant l'axe SZ, qui n'est autre que le nombre quantique associé à la matrice SZ. Avec, bien sûr, l'opérateur S carré et SZ, il constitue un nœud coq, c'est-à-dire un ensemble complet d'observables qui commutent. Alors, lorsqu'on a un ensemble complet d'observables qui commutent, ça veut dire qu'on peut construire notre espace des états tout entier. Alors, bon, il a postulé aussi que le S carré agissant sur ses vecteurs propres donc est égal à S facteur de S plus 1 H bar carré, donc fois le vecteur propre. De même, le SZ, donc, est égal à M agissant sur le vecteur propre, ça donne la valeur M H bar S M SM. Donc, alors, pourquoi pourquoi le H bar? Parce qu'en fait, on va voir que le moment de spin, il a la dimension de H bar. Il a la dimension de H bar et par conséquent, on a besoin de faire le H bar pour avoir les dimensions du spin. Et de même ici, on a le H bar carré. S, bien sûr, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, c'est le spin de la particule. Et le moment M, ou bien le nombre quantique M, il est compris entre moins S et plus S. Donc, toutes ces relations, on va les revoir d'une manière générale dans la théorie des moments cinétiques. Alors, par conséquent, donc on a 2S plus une valeur de M qui sont possibles. Donc, la dimension de l'espace des états, c'est 2S plus 1. Alors, une particule, normalement, c'est une particule qui est en mouvement. Normalement, il est en mouvement, il est souvent soumis à un potentiel. Et puisqu'elle possède un moment de spin, donc l'espace tout entier des états donc, est égal au produit tensoriel de l'espace associé au mouvement de la particule, tensoriel l'espace associé au spin de la particule. Et on postule que le spin, il commute avec les observables R et P. Et puis le dernier postulat, c'est que l'électron possède un spin S est égal à 1,5. Et son moment magnétique intrinsèque possède deux valeurs, M est égal à plus 1,5 ou moins 1,5. Parce qu'en fait, l'électron, c'est la particule élémentaire qui a le spin élémentaire qui est égal à 1,5. Parce qu'on peut avoir des spins est égal à 1, spin est égal à 3,5, et ainsi de suite. Donc, le spin élémentaire, c'est le spin de l'électron, et c'est un spin qui est égal à 1,5. Et cette valeur, elle est déduite de l'expérience. Et puis, elle est confirmée par la théorie. Bon, maintenant, après avoir cité les postulats de Pauli, donc on va passer aux propriétés du moment cinétique de spin S est égal à 1,5 et bien sûr la construction de l'espace des états. Donc, comme je viens de le dire, c'est que d'après l'expérience de Stern-Gerlach, donc, et les postulats de Pauli, l'électron de spin 1,5, il possède deux états propres de l'opérateur SZ. Donc ça, c'est l'expérience et les postulats de Pauli. Donc l'expérience, il nous dit que dans l'expérience, nous avons observé uniquement deux tâches, ça veut dire qu'on ne peut avoir que deux valeurs. Et puis, d'après la théorie de Pauli, c'est que les projections
ou bien les états propres de l'opérateur SZ, qui est la projection du spin sur l'axe Z, ne peut prendre que deux valeurs qui sont plus 1,5 et moins 1,5. Et par conséquent, on a une base qui est constituée par deux vecteurs d'état, qui sont le vecteur plus et le vecteur moins, qui sont vecteurs propres de SZ. Alors, l'état plus, c'est un vecteur propre avec la valeur propre h bar sur 2, et l'état moins, c'est un vecteur propre de SZ avec la valeur propre moins h bar sur 2. Donc, et bien sûr, je répète, donc c'est que la base de l'espace des états est constituée par les vecteurs propres plus et moins. Et bien sûr, puisque c'est une base, elle satisfait les relations d'orthogonalité, les relations de fermeture. Alors, les relations d'orthogonalité, ils sont là. C'est-à-dire le produit scalaire entre deux états de même nature, donc est égal à 1. Et alors ici, il y a une petite erreur, c'est que normalement, c'est le produit scalaire entre deux états de nature différente est égal à 0. Donc ici, on doit avoir un moins et là, on doit avoir un plus. Donc, vous corrigez s'il vous plaît. Et puis, la relation de fermeture, donc c'est la somme des opérateurs plus, plus, plus l'opérateur moins, moins est égal à la matrice unité. Puisque le plus et le moins, ça constitue une base, donc en conséquence, quelle que soit la fonction, quel que soit l'état du système, le vecteur d'état de la particule, donc qui appartient à l'espace des états ES, donc le psi, il s'écrit comme combinaison linéaire dans cette base plus et moins. Donc c'est alpha plus bêta moins. Maintenant, pour voir les propriétés du moment cinétique du spin, on va définir deux opérateurs qui sont le S plus et le S moins. Donc, ils sont définis de la manière suivante, c'est que le S plus, c'est 1,5 SX plus ISY, et le S moins, c'est le conjugué de S plus. Alors, l'action de ces S+, alors S+, agissant sur plus, ça va vous donner 0, parce que tout simplement, on a un spin plus 1,5, et le S+, en fait, c'est un opérateur qui est considéré comme étant un opérateur en agissant sur un état. Il va lui ajouter une unité dans la composante SZ. Donc, puisqu'on a uniquement un spin 1,5, on n'a rien à ajouter, et par conséquent, le S plus agissant sur le plus est égal à 0. Et puis, le S moins agissant sur le moins, le même raisonnement, donc il va donner 0. Alors, les seules valeurs qui sont donc non nulles, c'est que le S plus agissant sur l'état moins. Le S plus agissant sur l'état moins, il va donner l'état plus. Parce qu'on a ajouté on a ajouté plus 1 à l'état moins 1,5. Donc, on va avoir plus 1,5, c'est l'état plus. Donc, on a S plus est égal à H bar, S plus agissant sur l'état moins, il va vous donner H bar, l'état plus. Et le S moins agissant sur l'état plus, donc on doit retrancher 1, c'est-à-dire on a plus 1,5 moins 1, c'est moins 1,5, donc on doit avoir l'état moins. Donc on a le S moins agissant sur plus, c'est H bar moins. Donc maintenant, vu que les composantes de spin SX et XY, on peut les exprimer en fonction de S plus et S moins, donc à partir de la relation précédente, cette relation. Donc il suffit d'ajouter S plus avec S moins pour obtenir le SX, et de retrancher S plus moins S moins pour obtenir le SY. Donc, on peut obtenir finalement le SX et le SY. Et comme ça, on peut construire la représentation matricielle de S. Donc, cette représentation matricielle, elle s'écrit de la façon suivante. Puisqu'on connaît maintenant, on sait très bien l'action de différents opérateurs, on a vu que le SZ, donc il agit sur plus pour donner H bar plus H bar sur 2. Il agit sur le moins
le moins pour donner moins h bar sur 2. Et le plus et le moins, ce sont des vecteurs propres de SZ. Par conséquent, on a le SZ, elle doit être représentée par une matrice qui est diagonale. Donc voilà, c'est ici, elle est écrite là, c'est une matrice diagonale, c'est 1 et moins 1, ce sont les états propres de plus et de l'état plus et de l'état moins. Alors maintenant pour le Sx et le Sy, il faut calculer les matrices S plus et S moins. Donc les matrices S plus et S moins sur la diagonale, elles sont nulles, parce qu'on a ici des zéros, d'accord? Donc sur la diagonale, ils sont nuls, ils n'ont de valeur que de part et d'autre de la diagonale. Donc le S+, il a une valeur en haut, une seule valeur, 1, et puis le reste c'est 0. Et le S-, il a une seule valeur ici, 1, mais le reste c'est 0. Alors en faisant ça, on peut construire le Sx et le Sy comme suit. Donc la matrice Sx, elle n'a que deux valeurs de part et d'autre de la diagonale, et la matrice Sy, bien sûr, elle a deux valeurs qui sont purement complexes de part et d'autre de la diagonale. Alors ce nombre moins i et i, ça vient de facteur 1 sur 2i. Très bien. Donc généralement, enfin, dans la théorie, souvent on pose S alpha est égal à h bar sur 2 sigma alpha. Avec les sigma alpha, ce sont les matrices de Pauli. C'est ce qu'on appelle les matrices de Pauli. Donc bien sûr, le alpha, c'est l'indice alpha qui représente x, y et z. Et par conséquent, les matrices de Pauli, ils s'écrivent comme suit. Alors pourquoi ces matrices de Pauli? Parce que dans l'algèbre des opérateurs, donc ils sont très utiles. Et par conséquent, en plus, ils ont des relations enfin, qui sont très utiles dans les calculs théoriques. Donc, parmi ces relations, on a les relations de commutation, on peut les retrouver à partir des relations de commutation de Sx et Sy et Sz. Donc, il suffit d'appliquer, enfin ici, le Sx, c'est tout simplement h bar sur 2 sigma x, et le Sy, c'est h bar sur 2 sigma y. Et puis, bon, vous aurez un h bar sur 2 de part et d'autre, vous allez factoriser, etc. Donc, finalement, vous allez obtenir ces relations de commutation. OK? Donc, ils sont simples à obtenir. Donc, bien sûr, comme tout à l'heure, pour les relations de commutation des opérateurs Sx, Sy et Sz, donc ils peuvent être écrits sous cette forme d'une manière condensée. En plus, on peut montrer que ces matrices de Pauli, ils ont des relations, enfin, ils ont les relations suivantes. Leur carré est égal à la matrice unité. Si on prend ces matrices au carré, donc ça va vous donner l'unité. Et le commutateur, enfin ça, le signe moins, c'est pas le commutateur, mais c'est un anticommutateur, c'est-à-dire c'est sigma x, sigma y, plus sigma y, sigma x. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anticommutateur. L'anticommutateur de ces deux opérateurs, sigma x, sigma y, est égal à 0. Et puis le produit sigma x, sigma y est égal à i, sigma z. Donc, toutes ces relations, vous pouvez le vérifier simplement par un simple calcul. Bon, alors maintenant, si je prends un axe quelconque U et je veux voir quelle est la valeur du moment cinétique le long de cet axe quelconque. D'accord? Donc je vais considérer un vecteur U quelconque dans l'espace et je vais l'écrire en coordonnées sphériques. Donc les composés d'un vecteur unitaire U, ce sont que cosinus phi sin θ, et puis sin phi sin θ, et puis cos θ. Donc ce sont les composants du vecteur U. En faisant un produit scalaire avec la matrice S, donc on va obtenir la projection du vecteur S sur l'axe U, qui n'est autre que le SU. Alors c'est simple, donc il suffit de faire le produit de Sx avec
la première composante de U, qui est cos phi sin θ, et puis le SY, la composante du spin S avec la composante Y du vecteur U qui est sin phi sin θ, et puis finalement la composante SZ du spin S avec la composante Z du vecteur U qui est le cosinus θ. Bon, en prenant les matrices Sx, Sy, Sz et en faisant ce petit calcul, ce produit, on a la matrice Su. On a cette matrice. Bon, alors l'espace étant isotrope, c'est-à-dire isotrope, ça veut dire que toutes les directions ils sont équivalentes. Puisque toutes les directions ils sont équivalentes, si on mesure n'importe quelle composante, Sx ou Sy ou Sz ou bien Su, donc quelconque, on ne va trouver que les valeurs propres plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. D'accord? Par contre, bien sûr, en faisant par exemple, en faisant un choix de base, on peut par exemple se placer suivant l'axe Sx, donc prendre Sx comme étant le choix. On doit considérer les vecteurs propres de Sx qui sont vecteurs propres qui vont engendrer l'espace des états. Donc, on doit faire un passage de la base plus moins vers la base plus x moins x. Donc, par conséquent, si on choisit le Sz, par exemple, on choisit l'axe Z comme l'axe qui correspond au vecteur propre qui engendre notre espace des états. Cet axe, il est associé bien sûr à la projection de spin Sz. Alors, les états plus x et moins x, qui sont vecteurs propres de Sx, ils vont être écrits en termes des vecteurs propres de la matrice Sz. C'est-à-dire, ils vont être écrits comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Et on peut voir, donc si on prend Sx, on peut calculer les vecteurs propres, et on voit que ces vecteurs propres, ils ont cette forme, c'est-à-dire que l'état plus x, donc c'est 1 sur racine de 2, l'état plus l'état moins. Et l'état moins x, c'est 1 sur racine de 2, l'état plus moins l'état moins. De même pour les vecteurs propres associés à la matrice Sy, on a 1 sur racine de 2 plus un i moins, et puis le moins y, c'est 1 sur racine de 2 plus moins i moins. En général, on peut construire bien sûr les vecteurs propres à partir de cette matrice en la diagonalisant. Et puis, alors en la diagonalisant, on est sûr qu'on va obtenir les valeurs propres plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. Donc, les vecteurs propres, on peut les déterminer à partir d'équations aux valeurs propres et on obtient ces vecteurs propres. Donc, on obtient ces vecteurs propres suivant une direction U quelconque qui fait un angle phi avec l'axe des x et puis un angle θ avec l'axe des z. Ce sont les coordonnées, sphériques. Donc, on a ces deux états, plus i et moins u. Maintenant, on va passer à l'illustration des postulats sur, pour le cas du spin S est égal à 1,5. Et en premier lieu, on va préparer le système dans l'état plus. Alors, pour préparer le système dans l'état plus, ce qu'on fait, en fait, donc on prend l'appareil de Stern-Gerlach. Je vais revenir à cet appareil. Donc, on prend l'appareil de Stern-Gerlach et au lieu de faire passer le faisceau d'atomes d'argent par les deux trous, par les deux fentes ici, donc ce qu'on va faire, on va laisser un trou
Donc, on va laisser, par exemple, le trou qui est ou bien la tâche d'en bas, on va la laisser sans trou. Et puis, on va faire un petit trou dans la tâche qui est d'en haut pour laisser échapper le faisceau d'en haut. Ça veut dire que les particules que je vais récolter et qui vont passer du trou N+, donc ce sont des particules qui sont dans l'état plus. Et comme ça, j'ai préparé mon système dans l'état plus. Donc ça, c'est la préparation de l'état de mon système. Donc je répète, je laisse la tâche qui est en bas, donc je crée un trou dans la tâche qui est en haut, et je laisse la tâche d'en bas intacte, sans trou. Donc je vais obtenir uniquement des atomes qui vont passer par ce trou et qui sont dans l'état plus. Bon, alors comme je viens de le dire, d'après le 5e postulat, c'est que tous les atomes que je vais récolter et qui vont passer par le trou Na, donc ils vont avoir uniquement l'état propre plus. Alors si je prends maintenant de la même façon, c'est-à-dire le même raisonnement, donc si je prends maintenant un champ magnétique, au lieu de le prendre parallèle à Z, donc je vais le prendre parallèle à un axe U quelconque. Je vais le prendre parallèle à un axe U quelconque. Alors par conséquent, maintenant, ce que je vais récolter, donc non pas un état qui est l'état plus, mais ce que je vais récolter, un état qui est la superposition de l'état plus et de l'état moins. Parce que je reviens à l'appareil de Stern-Gerlach. Parce qu'en premier lieu, donc dans cette expérience, donc le champ magnétique, il était parallèle à l'axe Z. Ça veut dire qu'il polarise les moments de spin suivant l'axe Z. Il les polarise suivant l'axe Z. C'est la raison pour laquelle on a eu deux valeurs suivant Z, plus 1,5 et moins 1,5. Alors maintenant, le champ n'est plus sur l'axe Z, mais il est suivant un axe quelconque, U. Un axe quelconque U. Donc la polarisation du spin, il va être une combinaison linéaire de l'état plus et de l'état moins. C'est ce que nous avons écrit là. Donc l'état plus, donc c'est une combinaison linéaire de l'état plus, enfin l'état psi, c'est une combinaison linéaire de l'état plus et de l'état moins, avec la condition de normalisation alpha carré plus bêta carré est égal à 1. Donc avec cette condition, on peut choisir le module de alpha comme étant un cosinus de θ sur 2 et le module de bêta, c'est un sinus de θ sur 2. Et bien sûr, il vérifie cette relation-là. Et puis on va poser que le alpha, parce que ça c'est le module de alpha et les nombres alpha ce sont des nombres complexes, on va poser que le alpha c'est un exponentiel i oméga avec cos θ sur 2. Donc ça c'est un facteur de phase qu'on doit poser puisque le alpha c'est un nombre complexe. De même pour le bêta, on va poser exponentiel i grand oméga sinus θ sur 2. Et puis bien sûr l'état psi, donc on va l'écrire comme étant, en faisant intervenir le alpha et le bêta que nous avons écrit ici. Donc on va obtenir un état psi de cette forme. Et ce que nous avons fait tout simplement, c'est que nous avons factorisé un exponentiel i oméga plus grand oméga sur 2. Nous l'avons factorisé, pourquoi? Tout simplement pour obtenir une expression qui est de cette forme. Et en posant oméga, grand oméga moins petit oméga est égal à phi, et grand oméga, alors est égal, et grand oméga plus petit oméga est égal à qui? Bon, alors on va obtenir le vecteur. Ici, on a un facteur de phase, alors il y a le i qui manque, il y a un i qu'il faut remettre. Alors on a un facteur de phase ici, donc qui est sans importance. Et puis on a une expression, bien sûr, qui est analogue
Donc, c'est une expression qui exprime l'état de superposition, donc qui s'écrit comme exponentielle moins i phi sur 2 cos θ sur 2, l'état plus exponentielle i phi sur 2 sin θ sur 2 moins. Et ça, c'est ce qu'on va noter, l'état plus dans la direction U. Donc, c'est l'état plus dans la direction U. Donc, on a un état plus dans la direction U. Donc, parce que cet état, il a une valeur propre de plus h bar sur 2. D'accord? Il a une valeur propre de plus h bar sur 2. Donc, je vous le rappelle, il est là, il est analogue à celui-là. Voilà, il est là. Donc, c'est celui-là. Et cet état, c'est un vecteur propre avec la valeur propre plus h bar sur 2. Donc, cet état, bien sûr, je répète, c'est l'état plus U qui correspond à la valeur propre h bar sur 2. Et c'est un état propre plus U lorsque on a un champ magnétique B qui est parallèle à l'axe U. Maintenant, pour faire des mesures, donc on doit tout d'abord préparer l'état du système. On doit préparer le système dans un état donné, parce qu'il faut connaître l'état du système à l'instant t est égal à 0 pour voir quelle est son évolution et pour pouvoir faire des mesures et ainsi de suite. Donc il faut connaître l'état du système à l'instant t est égal à 0. Pour cela, donc, on polarise le système dans un état donné. Par exemple, dans l'état plus, qui est vecteur propre de SZ. Donc, on peut le polariser dans l'état plus U aussi. Donc, et la polarisation du spin passe par, bien sûr, par un champ magnétique qui est orienté dans la direction qu'on souhaite, ou bien la direction qui correspond à la polarisation du spin. Donc, tout d'abord, on a un appareil de Stern-Gerlach avec un champ magnétique qui est placé dans une direction donnée pour préparer l'état du système dans une direction donnée. Et puis, après, on place un analyseur à la sortie du trou, donc qu'on a créé. Par exemple, on a créé un trou en haut, donc on va placer un analyseur qui va mesurer l'état du spin donc à la sortie. Alors maintenant, ce qu'on remarque, si les deux appareils sont parallèles, c'est-à-dire si je place le premier champ qui est le polariseur suivant l'axe Z et l'analyseur suivant l'axe Z, donc le résultat il est certain. C'est-à-dire que si je polarise le spin suivant l'axe Z, donc dans l'état plus, ce que je vais avoir dans l'analyseur, donc toujours l'état plus. Donc je reviens à l'appareil Stern-Gerlach pour mieux voir les choses. Alors, si je prends par exemple ça, c'est le polariseur. Donc il va polariser le spin. Je crée un trou ici et je récolte le faisceau à la sortie de ce trou. Si je place l'analyseur parallèle au champ du polariseur, donc je vais voir uniquement un état qui est l'état plus. D'accord? Parce que l'état qui est sorti de là, c'est un état plus qui correspond à l'état plus. Alors maintenant, si je prends le polariseur suivant l'axe Z, mais je prends un analyseur suivant une autre direction, par exemple U, donc je vais voir une superposition de l'état plus et l'état moins. De la même façon, si je prends le polariseur suivant une direction donnée, par exemple U, et je prends l'analyseur suivant Z, donc je vais avoir une superposition de l'état plus et de l'état moins. D'accord? Donc je ne peux avoir le même état que lorsque les deux polariseurs et analyseurs sont dans la même direction. Alors bon, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc si le polariseur se trouve parallèle à un axe U, donc l'état psi qu'on va récolter,
qui va sortir de l'état du trou 1. Donc, c'est cet état que nous avons défini tout à l'heure, que nous avons déterminé tout à l'heure. C'est cet état, qui dépend bien sûr de l'angle phi et de l'angle θ, qui détermine le vecteur unitaire U, bon, qui correspond à la direction du champ magnétique B, du polariseur. Alors maintenant, si on mesure la composante SZ, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir les deux valeurs, plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. La valeur plus h bar sur 2 avec une probabilité, le module, enfin bien cos carré était θ sur 2. Ici, le module est égal à 1, l'exponentielle. Et puis, la valeur moins h bar sur 2, on va l'avoir avec une probabilité de sinus carré de θ sur 2. Et puis, on peut calculer les valeurs moyennes, psi x, la valeur moyenne de sx, la valeur moyenne de sy et de sz. Il suffit de faire le produit matriciel et on obtient ces composantes. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ces composantes, comme vous voyez, ce sont les composantes d'un vecteur de longueur h bar sur 2, d'accord, et faisant un angle θ avec l'axe z, et un angle phi dans le plan x, y. Et ça, ce sont les coordonnées, donc ce sont les composantes de ce vecteur en coordonnées sphériques, tout simplement. Donc la valeur moyenne de spin, elle se comporte comme un vecteur. Donc elle a la valeur moyenne, elle a les composantes, des composantes d'un vecteur de longueur h bar sur 2. Et puis, il a les composantes en coordonnées sphériques comme un vecteur normal. Maintenant, je vais supposer dans un cas qui est simple. Donc, je vais supposer que le phi est égal à 0 et que je vais mesurer la composante Sx. Donc, l'angle phi est égal à 0. Donc, le polariseur, il est placé à un angle θ avec l'axe z. Et puis, l'analyseur, il est placé sur l'axe des x. Très bien. Alors, l'état psi, il est donné à partir de cette relation puisque le phi est égal à 0. Donc, je vais avoir ici 1 et puis 1. Mais l'angle entre polariseur et analyseur, c'est un pi sur 2 moins l'angle θ. Donc, je vais avoir cosinus de cet angle sur 2, qui est pi sur 4 moins θ sur 2. Et puis, ici, sinus de cet angle entre polariseur et analyseur, qui est pi sur 4 moins θ sur 2. Donc ça, c'est l'état de mon système. Et puis maintenant, la probabilité, on peut, pour trouver la valeur plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2, ils sont donnés par ces relations, bien sûr. C'est pour le plus h bar sur 2, c'est cos carré de pi sur 4 moins θ sur 2, et pour le moins h bar sur 2, c'est un sin carré de pi sur 4 moins θ sur 2. Bon, ça, ce sont, je reviens, alors ça, ce sont les prévisions qui sont données par le calcul direct, par un calcul direct, par la détermination du vecteur psi, et puis déterminer ses probabilités d'une manière directe. Alors, donc maintenant, on va essayer de les retrouver par les postulats. Donc, on va essayer de les retrouver par les postulats. Donc, on a l'état psi, qui s'écrit sous cette forme. Alors, maintenant, je place l'analyseur suivant l'axe des x. Donc, pour déterminer les valeurs de la mesure, c'est-à-dire puisque je me place suivant l'axe des x, l'analyseur il est suivant l'axe des x, je dois considérer la matrice, donc les états propres de Sx. Je dois considérer, au lieu de Sz, je dois considérer les états propres de Sx. Maintenant, mon analyseur il est placé suivant Sx. Très bien. Alors, cet état qui est l'état plus, qui est écrit sous forme de combinaison linéaire de plus et de moins, donc je dois l'exprimer dans la base des vecteurs propres associés à Sx.
Alors, sachant que l'état plus x s'écrit sous cette forme et l'état moins x de la même façon sous cette forme, donc on peut facilement obtenir les probabilités pour avoir la valeur plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. La valeur, cette valeur est obtenue par une projection de l'état plus avec c'est une valeur qui est obtenue par la projection de l'état plus sur le vecteur propre plus x. Donc comme ça, on obtient la valeur propre plus h bar sur 2. Et puis, en faisant la projection de l'état psi sur l'état moins x, on obtient la valeur, la probabilité pour avoir moins h bar sur 2. Alors, ces projections, par projection de l'état psi sur l'état plus x, nous avons trouvé ces expressions-là. Alors, cette expression, par exemple, pour la projection sur l'état plus x, qui s'écrit sous forme d'une somme de cos θ sur 2 plus sin θ sur 2, sachant qu'on a ici le 1 sur racine de 2, alors 1 sur racine de 2, ce n'est autre que cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4. Donc, par conséquent, on voit que cette expression, il se ramène à cosinus de pi sur 4 moins θ sur 2. De même pour la projection de l'état psi sur l'état moins x. Donc, on a la même expression, sauf qu'on a ici un moins. Et ça va vous donner un sinus de pi sur 4 moins θ sur 2. Et ce n'est autre que le résultat que nous avons trouvé tout à l'heure. Avec le calcul direct. Bon, donc par conséquent, on obtient directement les probabilités pour trouver la valeur plus h bar sur 2 n'est autre que le cos carré, bien sûr, c'est le module au carré du produit scalaire plus x avec le psi, donc c'est cos carré de pi sur 4 moins θ sur 2, et la probabilité pour obtenir moins h bar sur 2 n'est autre que le module carré de cette quantité qui n'est autre que le sinus carré de pi sur 4 moins θ sur 2. Et bien sûr, les valeurs moyennes, ils se calculent facilement par un produit scalaire. Donc ici, c'est l'état psi, donc c'est le vecteur bras. Ici, c'est la matrice Sx, et là, c'est le vecteur ket. En faisant le produit de matriciel, on obtient h bar sur 2 sinus θ, et puis pour le Sz, on obtient h bar sur 2 cosinus θ. Maintenant, on va voir l'évolution du spin 1,5 dans un champ magnétique uniforme. Bon, on va placer les atomes d'argent dans un champ magnétique B0 qui est uniforme, et donc par conséquent l'énergie potentielle de la particule est donnée par toujours le produit scalaire de M fois le B0, donc qui n'est autre que le gamma L, avec le L c'est le moment cinétique scalaire B0. Bon, puisque le B0 est parallèle à OZ, donc, on va avoir ici l'énergie potentielle comme étant une fonction de Lz, c'est-à-dire de la composante Z du moment cinétique. Avec bien sûr, on pose que la pulsation oméga 0 n'est autre que le moins gamma fois B0. Maintenant, en quantifiant cette énergie, on quantifie bien en quantifiant le Lz, c'est-à-dire qu'on va remplacer le Lz par la projection du spin S suivant l'axe Z, on obtient l'hamiltonien H, qui n'est autre que le oméga 0 SZ. Et à partir de là, on peut calculer l'action de H sur ces vecteurs propres. Donc l'action de H sur les vecteurs propres se ramène à l'action de Sz sur les vecteurs propres plus et moins.
Donc, on obtient H plus, le H, ou bien l'état plus et l'état moins, ce sont des vecteurs propres de H avec les valeurs propres, plus H bar sur 2 oméga 0 et moins H bar sur 2 oméga 0. Donc, ce sont les énergies qu'on va noter E plus et E moins. Le E plus, ça correspond à la valeur plus H bar sur 2, et le E moins, ça correspond à la valeur moins H bar sur 2. Et on pose le delta E comme étant la différence des énergies entre l'état plus et l'état moins. C'est E plus moins E moins. Bon, ce n'est autre que H bar oméga 0. Et c'est ce qu'on a. Donc ça, c'est la fréquence de bord. Donc, bien sûr, le H bar oméga 0, c'est H nu. Bon, on va noter H nu plus ou moins. Ça veut dire, c'est la fréquence qui sépare les deux états plus et moins. Donc, si on veut transiter de l'état plus et l'état moins, on doit entre l'état plus et l'état moins, on doit fournir une énergie ou bien absorber une énergie de l'ordre de H, enfin qui est égale déjà à H nu. Donc, nu, c'est la fréquence de bord avec bien sûr son expression, il s'écrit en fonction de oméga 0 qui dépend bien sûr de B0 et de cette constante, du facteur constant gamma. Maintenant, on veut voir l'évolution sous le champ B0 des atomes d'argent. Alors, on suppose qu'à l'instant t est égal à 0, l'état de particule, il est dans un état de superposition de l'état plus et l'état moins. Et donc, on a donc un état qui est combinaison linéaire de plus et de moins, en supposant que la particule est polarisée suivant une direction d'angle phi et θ. Donc, on a l'état qu'on a vu tout à l'heure qui s'écrit sous cette forme. Maintenant, on peut, à partir des postulats, donc déterminer le psi à l'instant t. Sachant que l'énergie étant constante, c'est une constante du mouvement, donc on a un système conservatif. Donc, d'après le sixième postulat, ou bien le postulat d'évolution, donc, dans le cas d'un système conservatif, on obtient, donc par l'action, parce que je rappelle, le postulat, il vous dit que psi de t est égal exponentielle moins i sur h bar, l'hamiltonien h fois le temps t agissant sur psi 0. Donc, je prends cette expression et je vais agir sur psi 0. Alors, l'état plus, c'est un état propre de H avec la valeur plus H bar sur 2 oméga 0. Donc, par l'action de exponentielle moins I sur H bar H sur cet état, je vais obtenir moins I exponentielle moins I H bar sur 2 oméga 0. Donc, c'est ce que j'obtiens ici. Donc, ou bien moins I E plus sur H bar. D'accord? Alors, le E plus, c'est H bar oméga 0 sur 2. Donc, je vais avoir ici à oméga 0 t sur 2 avec moins I. Et puis, la même chose ici, l'état moins, c'est un état propre. Donc, je reviens. Donc, par l'action d'exponentielle moins I sur H bar HT sur l'état propre moins. Donc, l'état, c'est un état propre avec la valeur propre moins H bar sur 2. Dans ce cas-là, je vais obtenir moins I, E moins H bar T. Alors, le E moins, c'est un moins H bar oméga 0 sur 2. Donc, je vais avoir un plus oméga 0 sur 2 fois T. Et puis, sinus θ sur 2, l'état moins. Donc, ce qui va me donner, en faisant factoriser un terme phi plus oméga 0 t sur 2, donc je vais le faire factoriser, parce que bien sûr, dans cette j'ai un exponentiel là et un exponentiel là que je peux rassembler. La même chose ici, je peux rassembler les deux termes, et puis par factoriser, le terme moins i phi plus oméga 0 t sur 2. D'accord? Alors, bon, je vais obtenir un terme exponentiel moins i phi plus oméga 0 t sur 2, cosinus toujours θ sur 2, l'état plus,
plus le terme avec un signe plus, la même phase, sinus θ sur 2 moins. Alors, ce que je remarque, c'est que ce vecteur d'état psi de t, regardez bien, donc si je prends tout ce terme-là, phi plus oméga 0 t, comme étant égal à phi, une phase qui dépend du temps, phi de t, donc cet état psi de t n'est autre que l'état, cet état, mais avec une phase phi qui dépend du temps. C'est la même chose, c'est la même écriture, c'est la même chose. Sauf, lorsque psi dépend du temps, donc on a une phase phi qui dépend du temps. Donc, par conséquent, l'état psi de t, je peux l'écrire comme étant un état qui correspond à un vecteur unitaire u qui dépend maintenant du temps t. Donc, je peux décrire que c'est un état qui dépend du temps d'état. C'est un état qui correspond à un vecteur unitaire u qui dépend du temps t. Donc, parce que là, ça c'est un état donc, qui correspond à un vecteur unitaire u à l'instant t est égal à 0. Donc, maintenant, c'est un vecteur unitaire, ou bien c'est un état psi de t qui correspond à un vecteur u, mais qui dépend du temps t. Donc, et ce vecteur unitaire u qui dépend du temps t, il est défini par l'angle θ et par un phi de t, qui s'écrit tout simplement phi à l'instant 0 plus oméga 0 t. D'accord? Alors, par conséquent, ce qu'on peut déduire, c'est que l'état du moment, ou bien le moment de spin, ou bien le vecteur moment de spin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rotation autour de l'axe Z, avec un angle oméga 0t, plus phi, bien sûr. Donc, on a phi étant l'angle à l'instant t est égal à 0. Donc, on a une rotation de l'angle de Z, on a une rotation de S autour de l'axe Z avec une pulsation oméga. D'accord? Avec une pulsation oméga. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la précession de l'armor. Parce que le spin S, il fait une précession autour de l'axe Z. En faisant, ou bien en calculant les valeurs moyennes, c'est comme tout à l'heure. Alors, je rappelle les valeurs moyennes que nous avons déterminées. Voilà, non, pas dans ce cas-là, mais dans ce cas-là. Voilà. Donc, les valeurs moyennes que nous avons déterminées, ce sont des valeurs moyennes qui dépendent de l'angle θ et phi. Alors maintenant, pour un psi qui dépend du temps, donc puisque la seule variable qui dépend du temps, c'est la phase phi, ou bien c'est l'angle phi, donc on va avoir la même expression, mais avec un cosinus phi de t, sinus phi de t. Mais on aura les mêmes expressions. Donc c'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on a ici. On a les mêmes expressions, mais avec une phase phi qui dépend du temps, qui est égale à phi plus oméga 0t. C'est-à-dire qu'on a le vecteur S, c'est un vecteur qui varie en fonction du temps, donc selon la rotation autour de l'axe Z, avec un angle qui est variable, qui est égal à phi plus oméga 0t. Donc la composante Z, bien sûr, puisque θ reste constant, la composante Z, donc elle ne varie pas. Donc elle va rester elle-même, et par conséquent, elle ne va pas varier. Cette composante Z, elle ne va pas varier. Donc on a uniquement une rotation autour de Z. Et le θ, il reste toujours constant. Voilà, c'est ainsi que se termine ce chapitre.